Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. Le procès des émeutes de Moirans, beaucoup plus court que prévu devant le tribunal correctionnel de Grenoble. L'heure est déjà aux plaidoiries. Beaucoup d'absents sur le banc des accusés. Les parties civiles dénoncent une audience libre-service. La 23e journée mondiale de lutte contre Alzheimer, une maladie au cœur des recherches menées par l'Institut des neurosciences de Grenoble. Il y a des avancées, nous le verrons. L'enjeu est de taille. En France, près d'1 million de personnes souffrent de cette maladie. Et puis les vendanges ont démarré dans le vignoble savoyard. Une récolte sous les meilleurs auspices. La qualité est là, la quantité aussi. La récompense d'un énorme travail dans les vignes après un printemps pluvieux. À 19h30, c'est Stéphane Lippert qui prendra le relais pour l'édition nationale. À la une, les cérémonies d'hommage aux victimes de la catastrophe d'AZF. Il y a 15 ans, l'explosion de l'usine à Toulouse avait fait 31 morts et plus de 2500 blessés. De nombreuses victimes restent traumatisées. Et puis les sapeurs-pompiers au féminin. Vous découvrirez la seule femme qui dirige une compagnie de sapeurs-pompiers à Paris. La profession cherche à se féminiser. Actuellement, 6 pompiers sur 7 sont des hommes. Mais d'abord à Grenoble, le procès des émeutiers présumés de Moirans s'accélère. Hier, les 12 prévenus ont préféré garder le silence. Et l'on est donc passé aujourd'hui, après 3 jours de débat, aux plaidoiries des parties civiles. Le résumé de cette journée d'audience avec Marion Feutry et Françoise Gay. L'audience du jour a duré 2 heures. 2 heures consacrées aux victimes. Lors des plaidoiries, les parties civiles ont demandé réparation du préjudice subi cette nuit du 20 octobre 2015. En tout, plusieurs centaines de milliers d'euros que réclament la SNCF, la commune de Moirans et les propriétaires de voitures brûlées. Au niveau de mon préjudice moral, il y a tout ce qui est à côté maintenant. C'est le fait, quand mon mari va se garer à Moirans, la peur au ventre de savoir si ça peut se renouveler. Quand je gare ma voiture dans la rue, j'utilise que des parkings quand je peux, qui sont sous vidéosurveillance, parce que je me dis il y aura au moins ça, si un jour ça flambe. Il ne faut pas oublier qu'il y a des victimes dans l'histoire, qu'il y a des gens qui ont peur, qui sont chez eux et qui n'osent pas parler. Voilà, moi je l'ai fait, je ne sais pas comment l'avenir sera fait. On verra. Le procès qui s'est ouvert lundi devait durer 10 jours, mais les débats ont été plus rapides que prévu. Au grand regret des victimes, les prévenus n'ont pas voulu s'exprimer. Dès lors qu'ils n'ont pas saisi cette opportunité et que les mises en cause ont indiqué qu'ils n'avaient rien à dire, sauf qu'ils n'étaient pas sur les lieux et que donc ils étaient accusés à tort. Le débat a été forcément très vite restreint puisqu'ils ne répondaient pas aux questions, je ne suis pas là. Donc la parole n'a pas été prise, si ce n'est pour dire qu'on n'avait rien à faire dans la juridiction. Demain, l'heure sera aux réquisitions du procureur avant les plaidoiries de la défense. Guérira-t-on un jour de la maladie d'Alzheimer? Il est probable que oui, si l'on en croit une récente publication scientifique annonçant la découverte d'un nouveau traitement. Un sujet sur lequel des chercheurs de l'Institut des neurosciences de Grenoble travaillent. Ils se disent très confiants en l'avenir. De Nivino Duguay, Grégory Lespinasse. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans le monde de la recherche. Il y a quelques jours, une équipe internationale a annoncé avoir identifié l'agent responsable de la maladie d'Alzheimer. La maladie est liée à une accumulation d'un petit fragment de protéines dans le cerveau. Ce fragment de protéines, tout le monde l'a, mais lorsqu'il s'accumule, c'est là qu'il déclenche quelque chose qui va produire tous les symptômes cliniques de la maladie d'Alzheimer. Depuis 2010, le professeur Alain Buisson dirige à l'Institut des neurosciences une équipe de 10 chercheurs qui tentent de comprendre pourquoi, du jour au lendemain, le neurone d'un patient atteint d'Alzheimer se paralyse petit à petit. Avant, il avait cette capacité de se déformer, et là, il l'a perdu. Il s'est bloqué dans une structure où il forme une grande excroissance et d'une manière complètement anormale. Et je crois qu'on pourrait traduire la maladie comme cela. C'est un cerveau qui a perdu cette capacité d'apprendre, et les gens ne peuvent plus apprendre, ne peuvent plus... donc cette perte de flexibilité est caractéristique de la maladie. C'est un petit fragment d'une protéine nommée peptide bêta-amyloïde qui serait à l'origine de la maladie. On sait aussi comment réagir grâce aux essais cliniques qui, à ce jour, ont porté sur 160 patients. Autant dire que, désormais, tous les espoirs de guérison sont permis. On a identifié l'agent qui est responsable de la maladie, on sait le faire disparaître du cerveau, et tout ça conduit à une amélioration de la condition des patients. La maladie a été mise en évidence en 1906. Il aura fallu attendre 110 ans pour mettre en évidence son traitement.
Et pour aller un peu plus loin sur ce sujet, nous accueillons notre confrère Denis Vignaud-Duguet. Bonsoir Denis. Alors, si on comprend bien ce que vous venez nous expliquer, la bataille est gagnée, on va guérir d'Alzheimer? Oui, bien sûr, oui, on va guérir, mais pas avant 5 à 10 ans. Dans le domaine de la recherche et de la santé, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Alors pourquoi 5 à 10 ans? Eh bien, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité des firmes pharmaceutiques mondiales ont mis au point leur traitement à base d'anticorps. Simplement, il faut passer à la phase des tests sur des patients, sur des gens qui sont hospitalisés. Il faut attendre le résultat de ces tests, il faut attendre la validation et ensuite, seulement ensuite, on pourra mettre le vaccin sur le marché, le traitement sur le marché. Mais je vous dis, il faut attendre 5 à 10 ans. Et quelle forme va prendre ce traitement? S'agit-il d'injection, de vaccin? Il y a 2 formes de traitement possibles qui toutes les 2 sont basées sur ce qu'on appelle l'immunothérapie. Alors il y a effectivement ce fameux vaccin que l'on peut injecter aux patients mais qui présente un gros inconvénient auprès des personnes âgées qui, dans le cas de la maladie d'Alzheimer, sont fragilisées. Elles présentent des effets secondaires indésirables et c'est presque pire que la maladie elle-même. Donc l'autre méthode semble beaucoup plus intéressante puisqu'elle consiste à injecter des anticorps qui vont cibler directement ces fameux fragments de protéines qui s'accumulent dans le cerveau et ils vont faire le travail. Alors l'avantage, c'est que chez les personnes âgées, eh bien, la maladie va être stoppée là où elle est. On va peut-être même parfois observer des améliorations. Et puis chez les patients beaucoup plus récents, quand c'est pris tôt, eh bien là, on a beaucoup plus de chances de guérison ou de récupérer. Donc plus on soigne tôt, mieux ça va. Alors Denis, on sait d'où vient la maladie, on sait maintenant comment on va la traiter, mais est-ce qu'on sait pourquoi on tombe malade? Ben, je vous ai dit, c'est l'accumulation de fragments de protéines qui sont dans le cerveau qui provoque la maladie. Mais pourquoi est-ce qu'on accumule ces fragments de protéines? Eh bien, je vous le donne en mille, si je puis dire, c'est le stress physique et psychologique. Plus vous êtes stressé, plus vous accumulez ces petits fragments dans votre cerveau et plus vous avez des chances, si je puis dire, de tomber malade. Donc, une seule vérité, une conclusion très importante, restez cool. Merci Denis pour ces conseils et ces explications. À Montbonneau-Saint-Martin, c'était ce matin la traditionnelle remise des insignes aux nouveaux élèves de l'école des Pupilles de l'Air. Une cérémonie pour marquer leur appartenance à la famille des Pipins et leur entrée dans cet établissement de l'armée unique en France. Un établissement aujourd'hui ouvert à tout élève de la 6e aux classes préparatoires. Marie Michelier, Dominique Sommet. Une Marseillaise, les gardes à vous qui s'enchaînent et beaucoup de solennité pour célébrer la rentrée. L'arrivée surtout ici de nouveaux venus. Parmi eux, une petite centaine de collégiens ont reçu de leurs aînés l'insigne de l'école des Pupilles de l'Air, une épingle sur la poitrine, symbole de leur appartenance à cette école militaire unique en France. Ça représente que je suis véritablement un vrai Pipin. C'est grand parce que maintenant on est admis à l'école, donc voilà, c'est du coup, c'est... Je peux pas le dire tellement je suis émue. Fière, ouais, très fière. Et je pense que son papa qui est au Mali sera très fier aussi, ouais, très fier. Des enfants issus de familles militaires, mais pas seulement. La fierté d'être un Pipin, devenir pilote de chasse, c'est l'ambition de la fille de Choroc, venue de Normandie, et épinglée ce matin, elle aussi. C'est elle qui a voulu venir ici. Nous, on n'est pas militaires, du coup, voilà, c'est une belle opportunité pour elle. Elle avait fait ses recherches sur Internet et bon, elle a été prise et elle est super contente. C'est difficile pour nous en tant que parents parce qu'on n'habite pas à côté et que du coup, elle rentre pas souvent, mais de la voir heureuse, ça nous rend heureux. Créée dans les années 40 pour venir en aide aux orphelins de l'armée de l'air, l'école est aujourd'hui ouverte à tout élève, de la 6e aux classes préparatoires. Le but, c'est vraiment d'aider les familles de militaires ou de Français en général qui sont en difficulté pour permettre à ces enfants d'avoir la meilleure scolarité possible. Et puis à côté de ça, on a nos classes préparatoires, où là on est très clairement dans du recrutement, puisqu'ils préparent les grandes écoles militaires, principalement pour nous l'école de l'air évidemment, mais aussi Saint-Cyr et Naval. 700 élèves, majoritairement internes, sont accueillis chaque année. En 75 ans d'existence, plus de 15 000 ont déjà été formés. Je vous le disais, les vendanges ont débuté en Savoie avec ce qu'on appelle les cépages précoces. Et bonne surprise pour les vignerons, le raisin et les premiers jus sont excellents. Le résultat d'un gros travail dans les vignes après un printemps très humide. À Torméry, sur les terres du fameux Chignin-Bergeron, le reportage de Céline Aubert, Yves-Marie Glo et Jean-Pierre Ardito.
Pied du coteau de Torméry, une trentaine de personnes vont et viennent dans les vignes. Les cueilleurs et les porteurs ont débuté les vendanges la veille. Ce matin, ils s'attaquent au gamay, un cépage au goût bien particulier. Il est extraordinaire, mais je crois qu'il faut aussi le goûter. Avant de faire le vin, il faut goûter le raisin. Alors j'adore faire les vendanges et le goûter. Dès que vous touchez les grains, il éclate tout de suite. Donc il y a une maturité importante, il y a beaucoup de sucre. Vous voyez, il éclate tout de suite. Voilà. Puis il y a beaucoup de jus, il est sucré, alors ça colle. En Savoie, les vendanges débutent avec les cépages précoces. Pour les rouges et les rosés, gamay et pinot noir. Dans la famille des blancs, chardonnay et malvoisie. Cette année, la cueillette a démarré un peu plus tard. Une saison compliquée à cause d'un printemps exceptionnellement pluvieux. Toute la période de mois de mai jusqu'au mois d'août, on a passé notre temps à relever la vigne, à effeuiller, à éclaircir pour arriver à une qualité de récolte, une grande qualité de récolte pour cette année. Ce millésime 2016 a beaucoup inquiété les vignerons savoyards qui s'attendaient à une faible récolte. Depuis une dizaine d'années, grâce à une viticulture plus naturelle, leur raisin est de bien meilleure qualité, mais ils en produisent moins, alors que la demande ne cesse d'augmenter. C'est très disparate d'un secteur à un autre, donc du vignoble savoyard, et puis d'une exploitation à une autre, selon l'énergie qui a été mise pour combattre un petit peu la pression phytosanitaire. Mais on est aujourd'hui plus serein, on ne sera pas sur une année pleine, quand même au niveau de la production, qui en général est autour de 125 000 hectolitres annuels, mais je pense qu'on sera mieux peut-être que l'année dernière. Avant de goûter au chignin gamay, il faudra attendre le mois de décembre, car le vin doit finir son élevage dans les fûts. Quant au célèbre chignin bergeron, ses vendanges ne débutent que dans une dizaine de jours. Contre la pyrale du buis, ce papillon dévastateur qui envahit la région, un retraité isérois pense avoir trouvé la solution. Il a bricolé son propre piège et affirme avoir détruit en 10 jours des millions de papillons. Tous les détails sur alpes.france3.fr. Et tandis que certains combattent cette pyrale du buis, d'autres s'interrogent sur un fléau tout aussi destructeur, le capricorne asiatique. Il prolifère dans l'Ain, à Divonne-les-Bains, où il s'attaque lui aussi aux arbres. Les autorités ont décidé de se saisir du problème. C'est le reportage Grande Région de ce soir. Il est signé Cédric Le Poitvin et Frédéric Liop. Pour ces jeunes érables, aucune autre issue que la tronçonneuse n'était possible. Ils ont dû être abattus puis broyés. Tous étaient infestés en leur cœur par un insecte vorace, aperçu ici à la fin août. Alors c'est grâce à la vigilance d'un particulier qui habite à proximité du site qui a découvert un animal vivant, un coléoptère vivant, et en fait a permis de déterminer qu'il s'agissait bien d'un capricorne asiatique. Le capricorne asiatique, un petit coléoptère venu de Chine par le biais d'importation de matériaux de construction et de leurs emballages en bois. Il s'attaque à l'écorce de l'arbre où il creuse de petits trous pour y pondre ses œufs. Ces derniers deviennent de grosses larves friandes de la sève. Cette espèce inconnue chez nous s'installe progressivement en Europe. C'est un ravageur assez redoutable qui ne présente pas de danger pour les populations ni pour les animaux. Il n'a pas de venin, il ne mord pas. Il n'est pas dangereux non plus pour les habitations, pour les poutres et charpentes notamment. Mais par contre, il s'attaque à un grand nombre d'espèces d'arbres et d'arbustes feuillus et il peut à terme provoquer leur mort en 3 à 5 ans. Ces opérations d'abattage ont permis à une équipe de scientifiques de travailler et prélever quelques larves et symptômes. Une façon de connaître le niveau d'infestation des arbres. Savoir depuis combien de temps ces insectes sont là, combien de cycles ils ont déjà pu effectuer dans les arbres, et puis savoir aussi essayer par une analyse moléculaire de les rattacher à une population. Est-ce que c'est une population chinoise? Est-ce que c'est une population américaine? On n'en sait rien pour l'instant. L'invasion de cet insecte inquiète aussi les voisins suisses qui participaient aujourd'hui à cette étude. Une réunion publique d'information sera organisée demain en mairie à Divonne-les-Bains. J-1 pour la Coupe Icare, 43e édition à Saint-Hilaire-du-Touvet en Isère. La grande fête du vol libre perpétue sa formule magique, une formule qui associe show aérien, spectacles de rue, concerts et autres animations. L'heure était aujourd'hui au dernier préparatif. Xavier Schmitt, Cédric Picot. C'est l'une des surprises de la Coupe Icare. Une buse venue d'Espagne. Elle et son maître ouvriront samedi le fameux concours de déguisement des pilotes de parapente.
Ce vol d'essai va permettre d'évaluer les réactions du rapace dans un ciel très fréquenté. Les profils du carnic. C'est surtout vérifier que le rapace puisse voler et revenir sur le pilote avec la présence des autres voiles et avec d'autres sollicitations que celles qu'il peut connaître normalement. On s'active dans les airs et sur la terre ferme. Des escadrilles de bénévoles se démènent pour préparer la grande fête du vol libre. Show aérien, concerts, cinéma ou camping. Une sacrée organisation. 90 000 personnes sont attendues. Le rêve de voler attire les foules. Dans l'histoire de l'humanité, la première ou les premières générations à avoir la possibilité d'avoir ça sous le coude, facilement, sans être quelqu'un d'exceptionnel, sinon la volonté aiguë du dépassement. La Coupe Icare est aussi une belle vitrine commerciale. Elle attire 200 exposants. Ils viennent moins pour vendre que pour présenter leurs nouveautés. C'est le plus gros salon du vol libre du monde. Il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas d'équivalent. C'est le seul salon qui attire quasiment tous les parapentistes de tout pays. Les Allemands ont essayé plusieurs fois de faire des gros salons, ils n'ont jamais réussi à copier la Coupe Icare. Il y a l'esprit du vol libre tel qu'on l'aime. Tout est fait pour un nouveau festival de grande envolée. 10 000 fous volants vont se relayer pendant 4 jours pour assurer le spectacle. Développer le vélo électro-solaire, c'est le souhait de Florian Bailly. Il y a 6 ans, ce Savoyard a pédalé au guidon de son vélo à remorque solaire, de Chambéry jusqu'au Japon. Une aventure qui a fait naître le Sunraid, un raid dédié à ce moyen de locomotion. Un raid qui passera par les Alpes l'an prochain. Bernard Portugal, Vincent Abran. Le Sun Trip, une épopée humaine hors du commun, une aventure à vélo solaire jusqu'aux confins de l'Europe. Mais après les terres lointaines du Kazakhstan en 2013 et la Turquie en 2015, les concurrents s'apprêtent à changer de cap. En 2017, c'est sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes qu'ils se baladeront au guidon de leur vélo solaire. On va revenir sur un concept peut-être qui va se pérenniser toutes les années, plus grand public, plus accessible, plus court, et qui va pouvoir s'appuyer sur les richesses d'un territoire assez extraordinaire finalement, parce que notre grande région Auvergne-Rhône-Alpes dont on parle beaucoup, elle offre un concentré de beauté, un concentré de paysages qui invite au vélo. Au programme de ce périple estival et convivial, 1500 km entre Clermont-Ferrand et Lyon, sur les petites routes d'Auvergne, d'Ardèche, du Vercors ou encore de la Chartreuse. Et puis pour corser le tout, les aventuriers feront également un détour par la Suisse et l'Italie, avant d'escalader quelques cols mythiques, histoire de tester leurs mollets. Le Grand Saint-Bernard, le Petit Saint-Bernard, un passage à Val d'Isère, le col de l'Iseran. Et puis à partir du col de l'Iseran, l'idée c'est que les participants soient de nouveau totalement libres pour rejoindre Lyon. Donc là, il y aura 400 km à faire quasiment sur 2-3 jours et on les retrouve tous à Lyon. Pour des raisons de logistique, ce Sun Trip 2017 sera limité à 50 participants. Une quinzaine de candidats à l'aventure ont déjà postulé, dont 2 équipages constitués des parents et de leurs enfants. Le départ sera donné à Clermont-Ferrand le 8 juillet prochain. Une idée de sortie pour finir. À Grenoble, l'ancien musée de peinture accueille le mois de la photo. Initié par la Maison de l'Image, cette grande exposition s'inscrit autour de 2 fils rouges, le paysage et l'Italie. 12 photographes sont à l'honneur cette année. Visite guidée avec Damien Borelli. Baptisée Il Gottardo, cette série de clichés met en lumière l'impressionnante route en lacet menant au col du San Gotthard, au cœur des Alpes suisses. Pendant 4 décennies, le photographe et architecte italien Gabriele Basilico a saisi des paysages de montagne ou de bord de mer. Cet artiste milanais, décédé en 2013, a revisité à sa manière les codes de la photographie du paysage. Il a travaillé beaucoup la ville dans sa carrière, mais aussi le paysage. Et c'est des séries presque inédites qu'on a ici à Grenoble cette année. C'est une production de l'Académie d'architecture de Mendrisio, c'est l'université de la Suisse italienne, qui a produit cette exposition en partenariat avec le studio Basilico. Et on a la chance du coup d'avoir des clichés de France, d'Espagne, du Portugal, d'Italie, du sud de l'Italie et du nord de l'Italie. Et voilà, et de la Suisse aussi. Hommage aux rencontres franco-italiennes de la photographie. Ce mois de la photo dédié au paysage réunit 11 autres artistes comme Olivier Cretin,
dont les vues perdues redonnent vie à des bâtiments abandonnés, ou les incroyables présences obscures de Xavier Blondeau, plongé dans un milieu urbain nocturne déserté, mais où la présence de l'homme n'est jamais très loin. Le Belge Simon van Steenwinkel a lui emmené sa petite famille pour un road trip d'1 an au Chili, le pays de son épouse. Ces photos à la texture granuleuse, signature de l'argentique, forment un voyage autour des racines et du métissage, un témoignage de vie. Ce qui me plaisait, c'était la confrontation entre le regard de nos filles qui étaient assez vierges, assez innocents, vu qu'elles ne connaissaient pas du tout ça, et ce pays qui est vraiment quelque chose de grandiose, d'énigmatique. Le Chili, c'est la cordillère des Andes, c'est quelque chose de tellurique, ça bouge, il y a des geysers, il y a des volcans. Enfin, c'était vraiment une confrontation tout en contraste. Proposé par la Maison de l'Image dans le cadre du projet Paysage qui rassemble 160 rendez-vous culturels cet automne en Isère, le mois de la photo se dévoile à l'ancien musée de peinture de Grenoble jusqu'au 2 octobre. Allez, un peu de rêve avant de se quitter. On vous offre un aperçu de ce qui vous attend sur l'antenne de France 3 ce soir. C'est le retour des Racines et des Ailes, avec une émission de rentrée qui met à l'honneur les lacs savoyards et italiens. Ça démarre à 20h55. Voici un extrait. Le massif qu'on a juste en face de nous, c'est le massif des Bauges, une espèce d'île de montagne qui s'élève depuis la plaine. Et ce petit massif est vraisemblablement le moins connu de tous les massifs préalpins. L'avantage de l'inconvénient, c'est que, ignoré pendant pas mal de temps, eh bien, le massif des Bauges est aussi resté véritablement rural, montagnard, avec un plaisir absolument incroyable pendant tout le parcours. Pierre Renaud est le géologue du massif des Bauges. Il en connaît tous les aspects. Ce matin, il parcourt la zone en planeur. Un vol de 2 heures entre Chambéry et le lac d'Annecy. Le cœur des Bauges que vous avez devant vous est constitué de 14 villages et un joli vallon superbe, un alpage, dans lequel évidemment les bêtes viennent l'été pour fabriquer la fameuse tome des Bauges. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, puis l'édition nationale. Prochain rendez-vous avec l'actu de votre région ce soir à 22h55 dans le Soir 3. Très bonne soirée.